Maison Saine, une émission proposée par Murprotec sur Radio Imo. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour un nouveau numéro de Maison Saine. Vous le savez les amis, vivre bien c'est vivre dans une maison saine, il faut écouter sa maison, on prend soin de soi mais on prend soin également de son habitat. De plus en plus aujourd'hui on parle de pathologies liées à l'habitat, on en est très heureux puisque c'est une des actions de notre émission, un des buts de l'émission, c'est de vous sensibiliser bien sûr aux gestes simples qui améliorent votre vie, on peut même dire quelque part qui peut aussi vous sauver la vie, bien évidemment. Ouvrir, ventiler, respirer un air sain, c'est aussi une des conditions du bien vivre chez soi. Alors, on va aborder un sujet aujourd'hui, si vous voulez bien les amis, trop souvent estimé alors qu'il touche directement, par exemple, la valeur des biens. Oui, la valeur de vos actifs, un peu comme quand vous faites votre diagnostic de performance énergétique. Ça donne une cotation de la valeur. On va parler de valeur immobilière, de la performance, bien sûr, énergétique, de l'attractivité locative et de la santé des occupants, avec des critères aujourd'hui qui deviennent essentiels. On le sait aujourd'hui dans les parcours résidentiels, que vous soyez primo-accédant, que vous soyez bailleur, petit bailleur ou un office HLM par exemple, vous êtes soumis à la même règle, bien évidemment. Aujourd'hui, on est sur un rapport avec la location par exemple, qui est un rapport très fort, très puissant, avec des normes. Il était temps aussi également de pouvoir traiter de ces sujets. Par exemple, les nullités, les moisissures, la qualité de leur intérieur, le bâti, et tout ce qui touche effectivement parfois à la dégradation du bâtiment. Pendant un peu plus d'une heure, on va discuter de ces sujets. On vous a fait un casting au top, comme d'habitude, avec les meilleurs professionnels qui vont vous tenir un discours très simple, très basique, très pratique, mais efficace pour améliorer la santé publique. C'est l'objectif de ce collectif, bien évidemment, puisque avec nos amis de Murprotec, avec qui nous avons produit cette série d'émissions, je vous ai annoncé ça à plusieurs reprises, mais c'est officiel, le lancement de l'Institut de la Maison Saine est né. Il est né au Cercle National des Armées. On en est absolument ravi. Et Murprotec, comme toutes les entreprises du secteur, bien évidemment, les opérateurs immobiliers en première ligne s'engagent dans ce processus. Alors, pour ouvrir cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Steve Ordener, qui est le directeur de la division pro de Murprotec France. Bonjour Steve. Bonjour Sylvain. Je vous propose, mon cher Steve, qu'on fasse justement un petit peu un panel rapide, quelques minutes, sur pourquoi l'humidité, par exemple, est-elle encore aujourd'hui considérée comme un simple désagrément alors qu'elle représente un risque économique pour les propriétaires et notamment les gestionnaires d'actifs? Écoutez Sylvain, c'est une question effectivement que nous-mêmes nous posons souvent, mais j'aurais tendance à répondre assez simplement. C'est que l'humidité est une pathologie du bâtiment, donc une maladie, mais qui est silencieuse, qui est insidieuse, qui se propage lentement, qui n'est donc pas spectaculaire, qui dégrade petit à petit à la fois les bâtiments, la qualité de l'air intérieur et la qualité de vie des occupants. Et donc, comme c'est insidieux, on a tendance à attendre. Et le fait d'attendre, on va observer petit à petit des symptômes, des taches, des moisissures, de la buée, de la condensation. Voilà. Donc, c'est une maladie silencieuse qui ne crie pas. C'est pas un incendie, c'est pas un éboulement. Donc ça passe un petit peu sous le radar. Et donc, comme c'est considéré plus presque comme un désagrément, voire comme quelque chose d'esthétiquement pas agréable à voir dans sa maison, ou dans son logement, ou dans son bâtiment, on le perçoit finalement peu comme un risque. Voilà, c'est plus perçu comme un désagrément. Et on ne mesure pas le vrai risque, les vrais coûts, qui sont pourtant réels. Augmentation de la facture de chauffage, des travaux à réaliser plus tôt, des investissements qu'on n'avait pas prévus. Donc les conséquences, elles, aujourd'hui, on sait les mesurer, on sait les quantifier, on sait les suivre. Pour autant, le risque n'est pas encore... Il n'y a pas suffisamment de prévention qui est fait, parce que le risque n'est pas, j'allais dire, conscientisé. Voilà. Conscientisé de la part des asset managers comme des property managers, donc ceux qui font des arbitrages d'immeubles et qui achètent, comme ceux qui les exploitent, bien évidemment. Depuis quelques années, les critères ESG, vous allez nous expliquer, prennent une place qui est considérable dans l'immobilier. Et ça, c'est vrai, et c'est de plus en plus vrai, à toutes les échelles, d'ailleurs, de l'immobilier, même
toute classe d'actifs immobiliers confondus. Comment, justement, compte tenu de ces critères ESG, la prévention de l'humidité s'inscrit dans cette nouvelle logique de création de valeur? Écoutez, pour être le plus synthétique possible, je dirais qu'avant, peut-être qu'on avait une approche très quantitative des choses. On mesure des mètres carrés, on mesure un diagnostic de performance énergétique, on mesure un certain nombre de choses. Peut-être que, en tout cas c'est mon sentiment, cette norme ESG introduit une partie plus qualitative, non pas sur la qualité du bâtiment elle-même, mais sur la durabilité du bâtiment. Parce en termes d'environnement, c'est plus simple à expliquer comme ça. Qui dit humidité dit, je prenais l'exemple tout à l'heure très brièvement, basiquement une perte de performance énergétique. Les pourcentages aujourd'hui d'augmentation de la facture de chauffage dans un local humide, elles sont quand même avérées. D'un point de vue social, je dirais que on peut considérer aussi que la gestion d'un patrimoine d'une manière responsable, c'est la prise en compte du bien-être de ses occupants. Voilà, et je pense qu'en cela, la norme ESG apporte du bon, non pas qu'avant les gens ne faisaient rien, soyons clairs, mais voilà, ça vient en tout cas cadrer un petit peu les choses. Et puis enfin, d'un point de vue de la gouvernance, prendre en compte l'humidité de notre fenêtre, bien évidemment, je dirais que ça apporte une certaine forme de maturité de la gestion du parc. Voilà, parce que si on arrive à être suffisamment dans l'anticipation, je dirais que ça va pouvoir venir rassurer des financeurs et rassurer le monde socio-économique pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, on sait dans les études, je pense à SMA BTP par exemple, que lorsqu'il y a des problèmes structurels graves sur un bâtiment, dans 70% des cas, il y a une corrélation avec l'humidité. Voilà. Et donc, quelqu'un qui prend dans sa gouvernance, qui met en place des plans, qui identifie cette problématique-là comme étant potentiellement dangereuse, voire très dangereuse, voire destructrice, à ce moment-là, c'est un signe que la maturité est plus vraiment à considérer l'humidité comme un investissement et pas comme un simple coût. C'est très clair. Alors, dernière question, pour cette introduction, vous êtes au contact quotidien des bailleurs, je suppose. Oui. Vos clients sont bailleurs, foncières, copropriétés, collectivités. Moi, j'ai envie de vous poser une question simple. Est-ce que vous observez qu'il y a une prise de conscience plus accrue sur le sujet par rapport à il y a quelques années, ou est-ce que vous pensez au contraire, par exemple, qu'il y a encore un gros travail de pédagogie à mener ? Alors je dirais oui, les deux mon général, et 8 mai. C'est-à-dire que j'observe, et je crois qu'on va avoir un exemple tout à l'heure sur le plateau de bailleurs qui sont avant-gardistes sur le sujet, ou en tout cas qui ont pris à bras-le-corps ce sujet-là. Voilà, par la mise en place d'un certain nombre d'initiatives et qui donc sont proactifs et non plus uniquement réactifs. Et puis, par ailleurs, j'observe également que d'autres gèrent encore l'humidité, j'allais dire comme un inconfort, voire comme une charge d'exploitation. Donc, on est plus, je vous entendais parler tout à l'heure de CAPEX, on serait plus dans de l'OPEX, là, c'est-à-dire de considérer le traitement, l'argent qu'on investit dans l'humidité, non pas comme un investissement, mais comme un simple coût. Et ces sociétés-là, oui, il faut de toute façon continuer à les accompagner. La mise en place d'un plan de prévention, moi, me paraît nécessaire. J'en reparlerai peut-être tout à l'heure d'un exemple, un exemple très positif que j'ai pu mettre en place avec un bailleur social dans l'ouest de la France. Et voilà, donc c'est prévenir le risque humidité, c'est faire preuve de mise en place d'une véritable démarche proactive. Merci beaucoup Steve Ordener, merci de nous indiquer finalement en quoi quelque part dans la configuration des pathologies bâtimentaires et notamment sur l'humidité, on peut effectivement y trouver parfois des ressources qui permettent de l'anticiper, parce que ce que je vois ce que je comprends dans votre explication, c'est que tout ça peut être anticipé, administré, oui. Et ça peut encore mieux quelque part valoriser également l'ensemble des actifs, c'est bien ça. C'est ça, l'humidité n'est pas une fatalité. Absolument. Merci, vous restez avec nous puisque vous participez justement à notre émission. Dans quelques instants, on va recevoir justement 2 personnes. Vous restez avec nous, mon cher Steve, mais on va recevoir Charlotte Limousin, qui est déléguée générale de l'association Delphis. On va parler des bailleurs sociaux notamment, où il y a un rôle majeur puisque le logement social, comme vous le savez les amis, il a été créé dans notre pays et il faut sauvegarder le modèle social du logement.
logement, qui permet à des millions de Français de se loger dans les meilleures conditions. Donc, il faut vraiment qu'on en tienne compte. On parlera bien sûr de ces sujets avec un thème, quand l'humidité impacte directement la valeur des actifs. On en parle dans quelques instants pour cette première table ronde. Restez connectés. Bienvenue à tous, vous êtes dans votre émission, nouvel épisode de l'émission Maison Saine avec nos amis de Mirprotec. Je rappelle que Maison Saine, c'est un site internet maison-saine.fr, www.maison-saine.fr. Vous avez toutes les informations sur la qualité de l'air, sur notamment les tutos, toutes les informations qui vous permettent d'améliorer au quotidien la santé, notamment dans l'habitat. On va parler d'un sujet. On l'a vu avec Steve Ordener qui est resté avec nous sur le plateau. Merci Steve d'être venu avec nous pour parler de ce sujet. On va parler de l'impact de l'humidité sur la valeur des actifs. Pour en parler donc avec vous, Steve Ordener, directeur de la division pro de Mirprotec France. Et j'ai le plaisir à nouveau d'accueillir sur le plateau Charlotte Limousin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Charlotte, vous êtes déléguée générale de l'association Delphis. Alors dans un premier temps, je vais vous proposer ma chère Charlotte, de présenter Delphis, l'action que vous menez au sein de l'association. Alors Delphis, c'est une association de bailleurs sociaux. Aujourd'hui, on regroupe un peu plus de 70 bailleurs sur toute la France. Et la mission de Delphis, comme l'indique sa raison d'être, oser et innover ensemble pour l'habitat, c'est d'animer de l'échange de pratiques entre bailleurs et surtout de mener des projets de R&D et d'innovation sur différentes thématiques, dont la RSE, l'environnement, les seniors, la qualité de service. C'est essentiellement des bailleurs sociaux. Hein. C'est que des bailleurs sociaux. Que des bailleurs sociaux de différentes natures, mais qui sont adhérents. Mais donc, Office HLM... On a des offices, des ESH, on a quelques SAM immobilières, quelques coopératives aussi. D'accord. Il faut donc qu'il y ait toujours un caractère direct ou indirect social. Organisme, de logement social. Sur le logement social. Merci d'être avec nous. Alors, j'ai envie de vous poser une question à tous les deux. Je voudrais que vous me donniez un petit peu votre avis. Est-ce que, à votre avis, Charlotte, l'humidité, qui est un vrai sujet aujourd'hui, qui touche 80% des pathologies de l'habitat, encore plus chez les bailleurs sociaux, qui est un vrai sujet, bien évidemment. Alors, quand je dis plus sur les bailleurs sociaux, je parle du volume de logement, bien évidemment. Voilà. L'idée n'est pas de fustiger les bailleurs sociaux, qui d'ailleurs, je le rappelle, ont toujours été très en avance par rapport au marché privé sur la rénovation de leur bâti. Voilà, comme ça c'est dit. Est-ce que c'est perçu comme une simple problématique technique ou est-ce qu'il y a un sujet de valorisation financière ou extra-financière des patrimoines immobiliers des bailleurs sociaux? Votre avis? Alors, un sujet de valorisation, clairement... non. Non. D'accord. En revanche, on peut évidemment se poser la question de la dévalorisation éventuelle via une perte d'attractivité, via des dégradations qui pourraient être liées à l'humidité, comme à d'autres sujets, on y reviendra peut-être. Voilà, après, c'est vrai que pour un bailleur social, le sujet, c'est plutôt un sujet de risque à plus ou moins long terme. Risque, évidemment, pour son patrimoine, pour le bâti, mais risque aussi humain derrière pour les personnes qu'on loge. Donc finalement, si je prends l'axe de valorisation tel qu'on l'entend pour un asset, clairement non, mais valorisation peut-être avec d'autres critères humains, santé, et peut-être obsolescence du bâtiment ou dégradation du bâtiment, là oui, du coup. Oui, alors après, est-ce que c'est de la valorisation ou c'est éviter de la dévalorisation? Oui. Si je me mets du point de vue du locataire, je pense que c'est une attente première d'avoir un logement sain. Donc après, un logement qui ne devient pas sain, pour des questions d'humidité ou autre, c'est une perte de valeur de son... C'est très clair, voilà. C'est très clair. Alors justement, quand on prend cette question, Steve, je pense que c'est vos clients qui vous le disent aussi très souvent, est-ce que vous, aujourd'hui, cette humidité, vous nous l'avez dit, elle est perçue comme une simple problématique, ou est-ce qu'aujourd'hui, vous entendez de plus en plus les foncières, les grands opérateurs, les investisseurs institutionnels en parler comme un sujet de valorisation financière ou extra-financière, comme d'ailleurs les critères ESG ou la taxonomie? J'écoute ce que me dit Charlotte et je suis content de l'entendre. Non, moi, ce que j'observe, c'est... nous, globalement, on fait chaque année 30 000 diagnostics par an. Donc, on a, opérationnellement sur le terrain, on observe un certain nombre de choses et on réalise 5 000 chantiers. Et ce qu'on a tendance à observer, c'est que, vous savez bien, il y a 3 principales causes, qui sont 3 causes d'humidité. Le structurel, l'accidentel et celui que j'appelle, moi, d'usage. Or, lorsqu'on parle...
c'est mon ressenti lorsque j'échange avec beaucoup de professionnels de l'immobilier, et même on l'a vu sur ce plateau à plusieurs reprises, on a souvent trop tendance à parler de ce fameux cas d'usage qui est réel, c'est-à-dire on utilise mal le logement, on bouche les extractions d'air, etc. Or, il y a une vraie problématique structurelle. Nous, chaque année, on traite structurellement 5000 problèmes liés à l'humidité. Et je pense que sur cette partie-là, autant sur l'usage, je dirais que beaucoup de professionnels prennent conscience que l'un des enjeux est d'arriver à accompagner l'usage du logement, mais qu'il y a encore peut-être une partie trop réactive sur la partie structurelle que vous verrez, je pense, sur le deuxième plateau avec Manuel qui pourra mieux vous expliquer que moi sur cette partie de stade de la pathologie du bâtiment. Donc je dirais qu'on est plus à ces niveaux-là de discussion aujourd'hui. Justement, Charlotte, les organismes HLM, tous confondus, sont historiquement engagés dans des missions d'intérêt public, bien sûr, avec des enjeux de type ESG, RSE. Question peut-être un peu basique, mais comment ils sont intégrés dans des stratégies patrimoniales pour les bailleurs sociaux, justement ? Alors, sur les aspects ESG ou RSE, déjà, vous l'avez souligné tout à l'heure, sur la partie énergétique, je pense que les bailleurs sociaux, ça fait déjà un bout de temps qu'ils intègrent la question de la performance énergétique dans leur stratégie patrimoniale, donc dans leur plan stratégique de patrimoine, qui est le plan d'investissement. Je pense que ce qui change aujourd'hui, je dirais, il y a plusieurs choses. La dimension environnementale s'est considérablement élargie. C'est-à-dire qu'au-delà de l'énergie, on traite le carbone. En tout cas, on prend en compte le carbone, l'adaptation au changement climatique, et je pense que l'actualité le met bien en évidence. Certains également la biodiversité, de plus en plus. Enfin, c'est quelque chose qui arrive, en tout cas la végétalisation. Et l'autre chose, c'est que je pense que le lien entre le E et le S de ESG est aujourd'hui beaucoup plus fort. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'un enjeu environnemental, c'est aussi très souvent un enjeu humain et un enjeu de santé, notamment. Il y a des vrais liens entre environnement et santé. Donc, ça, c'est peut-être l'approche plus systémique et plus globale aujourd'hui dans ces stratégies patrimoniales. C'est très clair. Justement, alors, je vais continuer sur le sujet. Les locataires, est-ce qu'ils sont plus attentifs aujourd'hui à leur cadre de vie ? Ça paraît évident, mais je veux dire, est-ce qu'il y a une évolution dans l'usage sur le cadre de vie, le confort, le bien-être, l'air, l'espace, la perspective, et comment finalement les bailleurs sociaux aujourd'hui, versus nouvelle génération qui a beaucoup évolué en matière de qualité, également des modes constructifs, prennent en compte ces nouvelles attentes dans la gestion et la rénovation de leur patrimoine. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles attentes ? Oui, certainement, parce que j'imagine que de manière générale, il y a un changement d'usage et puis la société évolue, les critères. Je rappelle d'ailleurs que le logement social, à l'origine, c'est aussi des critères de santé et d'hygiène qui ont aussi motiver le logement social. Si on fait un peu d'histoire, absolument. Voilà. C'est bien, je trouve ça très bien de le rappeler. Voilà. Parce que la France a créé le logement social dans notre pays. Les premiers logements sociaux se sont développés à Guise, dans les Hauts-Fourneaux du Nord, logés par les entrepreneurs à l'époque. Il y avait les grandes familles protestantes du Nord. C'était aussi une autre forme de RSE d'ailleurs. Voilà, absolument. Qui avait une mission. Les premières caisses de prévoyance et d'allocation familiale à l'échelle des entreprises ont été créées également. Les premières coopératives ouvrières. Et je trouve ça très bien. C'est important de rappeler l'histoire de comment le logement social est très attaché à la culture de notre pays. En tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que les standards évoluent. Donc évidemment, les locataires du parc HLM, comme tout le monde, leurs standards aussi, leurs critères évoluent. Et puis, on en discutait là juste avant. Il y a certainement eu un changement avec le Covid aussi et le confinement. Pas que dans le parc social, mais partout, où le rapport au logement a peut-être aussi évolué. Il y a le fait que le télétravail se développe, y compris dans le parc social. Donc, on passe peut-être plus de temps dans son logement. Et donc, on perçoit des choses, ou en tout cas, on devient très attentif à des choses qu'on voyait peut-être moins avant. Donc voilà, donc ça, les bailleurs, peut-être l'augmentation, enfin, ça se constate via une augmentation des sollicitations, des demandes d'intervention. Je pense qu'il y a un autre aspect aussi, c'est la notion de réactivité. Ça aussi, c'est une évolution sociétale. C'est qu'on est de plus en plus dans l'immédiateté. C'est-à-dire que quand on fait une demande, on a besoin et envie d'avoir une réponse tout de suite. Les clients, quelle que soit la demande. Les locataires ont perdu patience. Les locataires, comme tout le monde. Je pense que tout un chacun ici, on s'est habitué à avoir des réponses immédiates. Exactement. Un vrai sujet. Et quand on est sur des sujets techniques, la réponse, elle est rarement immédiate, enfin faisable immédiatement. Donc
Ça, c'est un vrai sujet aussi à prendre en compte par les bailleurs. Ça doit être certainement une réalité qui s'impose de plus en plus. Je veux tout de suite. C'est pas dans une heure. C'est vraiment maintenant parce que effectivement les distances se raccourcissent. La techno aide aussi beaucoup, bien évidemment. Question. Quand on entend parler parfois à la télé, à la radio, des bailleurs sociaux avec des immeubles parfois très dégradés, voire limite pourris, quoi. Souvent une image qui est tronquée, puisque je le sais. Et je le dis vraiment à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, je vais beaucoup sur le terrain et j'ai trouvé que la qualité de gestion des parcs locatifs en matière de logement social était exemplaire, notamment en matière énergétique également. Pourquoi il y a encore cette image justement où on présente, vous savez, souvent, c'était le cas il n'y a pas si longtemps que ça à la télévision, on présente ça. C'est quoi, il y a un parti pris? Qu'est-ce que vous... Ah bah ça, je sais pas l'expliquer, mais effectivement, c'est un peu facile peut-être de taper sur les bailleurs. Okay. Mais je pense qu'effectivement, il y a des enjeux autrement plus importants dans les copropriétés. Et je pense que le traitement des sujets techniques dans les copropriétés, dans certaines copropriétés... Quand on parle de logement social, on parle de logement social. C'est pas infamant d'avoir un logement social. C'est un sujet important. On voit également maintenant que les bailleurs sociaux sont très attachés à la qualité de leurs immeubles, à l'esthétique de l'immeuble. Et je peux vous dire que parfois, moi j'y suis allé dans certains immeubles, je fais pas la distinction entre un immeuble entre guillemets, logement social et un logement type privé, par exemple, ou un bâtiment privé. C'est plutôt bon signe, ça. Oui, moi, ce qui m'étonne toujours, c'est qu'on soulève ça. Enfin, comme si, par nature et par principe, il devrait y avoir une différence entre les deux parties. Non, mais vous avez raison. Non, mais fondamentalement, vous avez raison. Mais c'est vrai qu'il y avait un fait marquant. Moi, j'ai grandi dans ces grands ensembles, effectivement. Quand je vois l'évolution, moi, je l'ai vu, l'évolution. On est né dans une cité dans laquelle l'urbanisme triomphant, c'est un autre contexte, des années 70, nous enfermait dans le quartier. Aujourd'hui, on est sur quelque chose de beaucoup plus ouvert. Je trouve ça extrêmement simple. Alors, au-delà de la performance énergétique, c'est quoi, selon vous, les indicateurs qui permettront d'évaluer la qualité et la durabilité d'un parc immobilier social, selon vous? Alors, pour moi, aujourd'hui, il y a un sujet majeur, c'est l'adaptation au changement climatique. Je pense que là, les semaines qu'on vient de passer, et c'est pas fini encore, l'ont encore montré. Tout l'enjeu, notamment, évidemment, face à la chaleur, mais plus largement face aux autres aléas climatiques, inondations, tempêtes. Mais il y a un vrai sujet autour de la chaleur qu'on a, peut-être un peu comme l'humidité d'ailleurs. On parlait de confort d'été, comme si c'était un peu le luxe, quoi. Enfin, on voit bien que c'est pas une question de luxe. On est passé de la passoire à la bouilloire. Maintenant on parle de bouilloire. Et donc ça, clairement, pour moi, ça va être un vrai sujet dans les années à venir et un vrai risque de perte d'attractivité, voire de perte financière si c'est des logements qu'on ne peut plus louer. Alors, justement, vous avez le sentiment de votre fenêtre que vos adhérents, les bailleurs sociaux, ont bien pris conscience de ce changement climatique et qu'ils sont résolus à faire tout ce qu'ils peuvent pour entamer un processus de changement du parc ou pas? Oui, alors, pas assez. Je raconte souvent que nous, on a abordé le sujet à Delphis en 2021 et je me souviens qu'à l'époque, c'était un peu calme plat et on sentait qu'on ne voyait pas bien la différence entre énergie, carbone et adaptation. Je pense que là, aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Tous les bailleurs sont pleinement conscients. Il y a aussi la réglementation européenne, CSRD, taxonomie, même si tous les bailleurs ne sont pas concernés par l'obligation de publication. Mais ça a vraiment, en tout cas, la taxonomie, ça a vraiment mis le doigt sur ce sujet de l'adaptation. Et au-delà de la taxonomie, c'est bien évidemment les enjeux, encore une fois, humains et sociaux qu'il y a derrière. Et a fortiori, quand on voit les études qui montrent le lien entre exposition au changement climatique, vulnérabilité, précarité financière et le fait que le changement climatique peut accentuer une précarité, une vulnérabilité et des inégalités. Et ça, je pense que les bailleurs sociaux sont très sensibles à ça. Je pense qu'aujourd'hui, la prise de conscience, elle est là. La vraie question, c'est comment, à la fois sur les moyens financiers, mais même les moyens techniques. C'est comment techniquement, déjà, on analyse. Il y a un vrai sujet de l'analyse et comment on traite après ces sujets-là. Vous avez raison de noter, et je voudrais vraiment le relever, sur le fait que pour certaines familles, pour certains usagers, locataires, c'est une triple peine. C'est-à-dire qu'ils sont parfois éloignés des bassins d'emploi parce qu'ils n'ont pas les moyens de se loger plus près. Ils n'ont pas forcément les moyens d'avoir matériellement des éléments qui peut-être améliorent leur vie quotidienne.
Et en même temps, quand on voit ce qui vient de se produire, je rappelle qu'il y a eu quand même des records de mortalité dans les 15 derniers jours avec la canicule. Alors bien évidemment, heureusement, on n'a pas atteint les chiffres de 2003. Rappelez-vous, c'est plus de 15 000 morts. On était tellement débordés qu'il a fallu réquisitionner les frigos à Rungis. Je ne sais pas si, pour ceux qui s'en souviennent, ça a été un drame absolu. Et effectivement, ce sujet de santé est quelque chose de fondamental. Encore faut-il avoir les moyens de pouvoir entretenir le parc et d'y trouver, encore une fois, un modèle financier qui est tenable. Vous en pensez quoi, vous, par rapport à la situation actuelle ? Je pense qu'effectivement, il y a un vrai sujet. Alors, il y a un sujet de modèle économique qui est plus fort, je pense, chez les bailleurs sociaux, parce qu'il y a un modèle économique qui est plus contraint que un promoteur ou un bailleur privé classique qui peut justement valoriser, qui quelque part peut ajouter une valeur au travers du loyer notamment, ce qui n'est pas le cas dans le logement social. Et j'ai envie de dire, je pense que là, on touche à la question, encore une fois, du modèle économique, de la prévention de manière générale. Et c'est vrai en matière de santé sur plein d'autres aspects. Et je ne suis pas une spécialiste du sujet, mais j'ai cru comprendre qu'en France, on n'était pas des champions de la prévention. Non. Et qu'on avait une approche en matière de santé qui était plutôt curative, historiquement. Ou réactive. Ou réactive, curative. Mais du coup, là, on commence à se dire que peut-être qu'investir dans la prévention, ce serait pas mal, surtout vu l'état de notre système de santé. Voilà, et je pense que là, on est sur les mêmes sujets. Et c'est comme avec les questions d'assurance, parce qu'on pourrait aussi parler de l'assurabilité du parc, qui est aussi un vrai sujet aujourd'hui. Et donc, la question, c'est quel modèle économique pour financer cette prévention, en se disant qu'en investissant aujourd'hui, on s'évite des coûts et des surcoûts demain. Voilà. Alors, juste, merci pour la transition, justement. C'est un bon CAPEX, finalement. C'est qu'on appelle ça un KPI, quelque chose comme ça. Un indicateur. Ou un indicateur, parce que finalement, si on se dit, à l'instar de ce que vient de nous dire, et je suis 1000 fois d'accord avec vous, on peut imaginer la prévention comme un élément, finalement, de haut de bilan, quelque part. Absolument. Qui pourrait être intégré dans un mécanisme financier. Et je pense que l'idée, elle est vraiment intéressante, adaptée aux bailleurs sociaux dans leur configuration, puisque les bailleurs sociaux ne sont pas des structures privées. Donc elles s'inscrivent sur un temps long. Moi, ce que j'aimerais, justement, j'avais envie de poser cette question de qu'est-ce qui pousse le gestionnaire à agir rapidement en matière d'actifs. Mais là, justement, en complément de la réponse, qu'est-ce que vous en pensez, vous, le financier du dispositif ? Et je suis tout à fait d'accord et heureux d'entendre effectivement que la partie de la prévention, là, on va parler d'humilité, mais d'un sens plus général, c'est un investissement et pas une dépense. Voilà, c'est pas. Au plus on fait de la prévention, quelque part, au plus on récupère. Si on parle purement quantitativement de l'argent plus tard. Bien sûr. D'accord. Tout à l'heure, vous en parlerez sur les stades. Mais ensuite, n'oublions pas non plus, et Charlotte le rappelait, il y a tout un volet social. Sanitaire, socio-économique autour de ces enjeux-là qui font passer d'un patrimoine simple à un patrimoine, j'allais dire, socio- et éco-responsable. Donc oui, clairement, je souscris et je suis d'accord aussi avec le point de dire, c'est vrai que dans notre beau pays, on a souvent tendance à chercher des coupables plutôt qu'à essayer de trouver des solutions. Un bailleur social, pas plus qu'un autre investisseur, n'est pas Shiva. Il ne peut faire qu'avec ce qu'il a. Et moi, mon rôle, c'est plus d'essayer de les accompagner sur un montant raisonnable, à voir effectivement comment on le finance dans ce modèle économique, à savoir comment on peut mettre en place de vrais plans de prévention du risque humidité. Voilà. Et donc, qui reposera sur 3 volets, c'est-à-dire diagnostiquer en amont, avec des outils, avec des méthodes, avec un plan, voilà, un plan pluriannuel de prévention, d'audit, de diagnostic. Dans un deuxième temps, en fonction des pathologies identifiées, qu'est-ce qu'on met en place pour traiter définitivement le problème ? Est-ce qu'il est traitable ? Est-ce qu'il n'est pas traitable ? Et le troisième, c'est de mettre en place des kits, pédagogiques, à destination aussi bien des gestionnaires que des locataires. Moi, je le vois au quotidien, pour qu'on sorte de ce que j'appelle moi cette discussion de comptoir et qu'on se rende compte de ce qu'il y a à faire et de ce qui n'est pas à faire. Pour un asset manager ou un gestionnaire plutôt
d'actif qui doit agir rapidement, c'est quoi les signaux? Alors moi je regardais les signaux que vous nous avez donnés, les odeurs, les taches, les décollements, les plaintes des occupants, les consommations énergétiques anormales. En fait, quand je vois la liste effectivement des indicateurs qui permettent d'agir et d'agir rapidement, j'allais dire ça n'a pas l'air compliqué. C'est-à-dire qu'on voit tout de suite ce qu'il faut faire quand on diagnostique et quand on identifie. Alors oui, souvent, en revanche, il est trop tard. Ah oui. Voilà, c'est-à-dire que c'est un peu comme une maladie de peau. On a un petit bouton sur la peau, on se dit que c'est bénin. Alors Dieu merci, souvent ça l'est, mais parfois ça l'est pas. Et donc le meilleur moyen de s'en prémunir, c'est de lever le doute. Et on lève le doute comment quand on a un problème de santé, on va chez son médecin, on fait une prise de sang, on fait un examen médical. Et nous, ce qu'on propose, c'est la même chose. N'hésitez pas, faites un diagnostic, restez pas sans savoir et prenez une réponse fiable. Et vous proposez ensuite, ce que je vois également, c'est des solutions de traitement. Alors il y a un mot qui m'a interpellé, c'est vous avez des solutions de traitement définitives. Oui. Définitives, c'est-à-dire que quand on passe par un traitement sur notamment les remontées capillaires, qui est un vrai sujet, notamment les infiltrations, la condensation, vous garantissez jusqu'à 30 années les activités et les actions curatives que vous menez. Oui, sur la remontée capillaire, clairement, on donne une garantie de 30 ans. Voilà, tout à fait. Oui, parce que si on intervient, c'est pour solutionner le problème et pour le solutionner définitivement. Est-ce que vous entretenez ensuite, pendant toute la durée est-ce que vous avez un suivi, un suivi est fait, oui, un bien accompagnement, sûr. Un suivi, une mesure d'assèchement des murs. D'accord. Bien sûr. Vous connaissiez ce type d'action justement sur des traitements? Moi, je ne savais pas qu'on pouvait traiter un mur comme finalement un métabolisme vivant. Alors moi, je ne suis pas du tout expert technique. En revanche, moi, j'avais plus connaissance d'actions de Bayer plutôt en mode préventif, justement, avec notamment tout ce qui est VMC connecté, enfin l'idée de pouvoir faire un peu de maintenance préventive et identifier le plus tôt possible dès qu'il y a un petit dysfonctionnement avant que ça génère justement des problématiques d'humidité. Parce que effectivement, si on se base sur le constat visuel du locataire, sous réserve que le locataire le signale pas trop tard, il est souvent trop tard en fait. Ouais. Donc voilà, l'idée. Je vous remercie à tous les deux. Voilà, je resterai bien 1 heure de plus avec vous, mais le temps nous est compté. Merci à vous, Charlotte Limousin. Je rappelle que vous êtes déléguée générale de l'association Delphis. Je vais vous retrouver à Bordeaux, je suppose, fin septembre, au congrès de l'Union sociale pour l'habitat. Avec plaisir. Il faut nous contacter régulièrement, parce qu'on adore vous entendre. C'est plein de bon sens, et je pense que ce que vous faites est essentiel. D'ailleurs, j'appelle la plupart des bailleurs qui ne sont pas encore adhérents à Delphis, d'ailleurs, de l'être absolument, bien évidemment. On accueille tout le monde avec plaisir. Voilà. Je rappelle qu'il y a aussi un site internet qu'on peut consulter très facilement. Je vais demander à nos techniciens d'ailleurs de mettre l'adresse de votre site internet sur le podcast de l'émission pour que vous puissiez voir ce que fait notre amie Charlotte Limousin. Merci d'être venue sur le plateau. Merci à vous, Steve Ordener. Vous revenez tout à l'heure pour faire la conclusion avec moi de cette émission. Prochain plateau, on va agir toujours avant la dégradation des actifs. Nous en recevrons The Expert, un des plus grands experts de l'humidité en France, puisqu'il est responsable de la Murprotec Academy. Il enseigne bien évidemment. Il est aussi animateur, chroniqueur sur l'humidité sur Sud Radio tous les samedis avec l'excellent Édouard David également. C'est Manuel Wojciechowski, responsable Murprotec Academy. Nous recevrons quelqu'un aussi que nous avons reçu ici avec beaucoup de plaisir, qui est directeur d'exploitation de Paris Habitat, qui a un job incroyable justement, parce que Paris Habitat, c'est un vrai laboratoire d'observation à la fois sociologique de l'habitat. C'est Cyril Fabre, directeur d'exploitation de Paris Habitat. Et on est ravis et honorés de recevoir également Olivier Blon, qui est délégué général à la santé environnementale à la région Île-de-France, président de Bruparif et d'Airparif, mais également cofondateur du think tank Urbanité, un très bon programme pour justement agir, échanger et vous aider à adopter les bonnes pratiques. Vous ne savez pas, on se retrouve dans quelques instants. Les amis, vous reprenez l'émission en cours de route, c'est le 3e podcast de l'émission Mise en scène. Pour ce numéro d'été, vous l'avez vu, les effets climatiques sont
terrible. On est passé de la passoire thermique à la bouilloire thermique. On voit aujourd'hui, on le sent dans sa maison, dans son appartement, les effets parfois délétères de l'humidité, de la mauvaise qualité de l'air, alors que les préventions existent. On va justement parler d'action. Au lieu de tirer des jugements à la hâte, on va parler d'action avant la dégradation des actifs. Je rappelle, les amis, puisque petit propriétaire, vous avez votre SCI familial, vous êtes aussi investisseur institutionnel, la gestion de la conservation et de la gestion de votre actif, aujourd'hui, elle est essentielle. Quand on voit la façon dont on exploite aujourd'hui les usages en matière d'habitat, mais aussi de qualité tertiaire, mais également le commerce, on voit bien que la notion du climat, de la qualité de l'air et de comment on vit à l'intérieur des bâtiments où on passe 80% de notre vie devient essentielle. Pour en parler, on a la chance d'avoir Manuel Wojciechowski qui est avec nous, l'expert national en matière d'humidité. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes le responsable de la Murprotec Academy et on vous retrouve régulièrement dans la chronique Maison Saine que vous animez tous les samedis sur Sud Radio et sur 89 fréquences. Merci d'être là, Manuel. Cyril Fabre est avec nous. Bonjour Cyril. Bonjour. J'ai le plaisir de vous retrouver. Vous êtes directeur d'exploitation à Paris Habitat. Je disais tout à l'heure d'ailleurs que vous avez un job extraordinaire puisque c'est un véritable miroir sociologique que vous avez sur l'Île-de-France, que je rappelle que Paris, avec l'Île-de-France, alors on va prendre que Paris pour vous, mais pour l'Île-de-France, c'est 1/5 de la population française. Donc si on veut faire de la sociologie à l'échelle de l'habitat, on peut, grâce à vous. Et d'ailleurs, vous avez lancé pas mal d'initiatives, on va en parler tout à l'heure. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et on a également le grand plaisir de recevoir Olivier Blon. Merci Olivier d'être avec nous. Bonjour. Olivier, vous êtes délégué spécial à la santé environnementale de la région Île-de-France, président de Bruit-Parif et Air-Parif, et vous êtes également le cofondateur d'un think tank que je trouve génial, qui s'appelle Urbanité, que vous avez cofondé avec le ministre actuel du Logement et de la Ville, Vincent Jeanbrun. À l'époque, il était député. Mais vous avez beaucoup de choses à nous dire, et vous êtes surtout, je voudrais le dire aussi en liminaire, que quelqu'un d'engagé, et je pense que ça nous fait du bien d'avoir des personnes qui portent un espoir de transformation urbaine, puisque c'est là, finalement, où vivent l'essentiel des populations. Je rappelle juste qu'en 2050, plus de 80% de la population mondiale vivra dans des zones urbaines, et donc, si on veut parler aujourd'hui d'urbanité et de zones urbaines, il faut parler biodiversité, il faut parler environnement, il faut parler climat, nécessairement, quitte à peut-être casser un peu les codes, bouleverser les pratiques, les modes constructifs, et essayer de changer de paradigme. C'est ce qui accompagnera les transformations urbaines. Je rappelle quand même, par rapport aux événements climatiques récents, les amis, que vous avez vus, je voudrais vous rappeler juste un peu d'histoire. En 2020, on était pratiquement juste avant le Covid, juste avant la période du Covid, à 2 endroits de la planète, la qualité, l'humidité était telle par rapport au climat qu'elle était impropre pour la survie de l'homme à deux endroits, au sud du Pakistan et en Arabie Saoudite. Alors, je vous la fais courte comme ça par rapport à ça, mais c'est très éloquent. On a un rapport entre le corps, vous savez, le corps qui crée de la sudation pour conserver la température. Donc, la sudation, c'est finalement la conservation, je parle sous le contrôle de Manuel, d'une température humaine, donc c'est très sain finalement de transpirer. Sauf que si on a un taux d'humidité trop fort dans l'atmosphère, la sudation humaine ne peut pas s'opérer. C'est un mécanisme de réciprocité. Et donc, forcément, si on n'expurge pas cette sudation qui permet de conserver la température du corps, les éléments comme les reins commencent à se dégrader, un ralentissement de l'activité cardiaque et un choc cardiaque en quelques heures. Donc la Terre, notre planète, s'est rappelée brutalement à notre souvenir en disant à 2 endroits, pendant ça a duré quelques heures ce phénomène, vous pouvez vérifier le rapport entre l'humidité et la qualité de l'air, ça s'appelle la TW, vous le retrouverez sur Internet. Tout ça pour vous dire, les amis, que si aujourd'hui on n'est pas à notre échelle, on ne prend pas les bonnes mesures, il n'y aura pas de planète B pour nous, bien évidemment. Donc, je voulais juste le rappeler. Ça plombe un peu l'ambiance, mais on va quand même parler d'action par rapport à ça. Alors, une question globale à tous. Pourquoi, basique, et c'est toujours plus efficace et moins coûteux que de prévenir l'humidité que d'en traiter les conséquences plusieurs années après, Manu? En fait, on a une phrase qu'on connaît tous, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Malheureusement, pour vous donner un chiffre, pour commencer,
Nous, on a remarqué lors des 30 000 diagnostics qu'on réalise chaque année, 30 000 diagnostics effectivement par an, on a remarqué que les gens mettaient en moyenne 13 ans entre le moment où ils découvraient les premiers signes d'humidité et le moment où ils le traitaient définitivement. 13 ans. Tout à fait. Il y a quoi ? Ils attendent que la maladie s'installe ? Alors, soit effectivement, ils attendent que la maladie s'installe, mais c'est surtout que, non pas par négligence, je dirais, mais plutôt par inconscience ou par méconnaissance du sujet, en fait, on va passer plusieurs mois, plusieurs années à essayer de traiter, par exemple, le problème par des pansements, refaire de la peinture anti-humidité, on va isoler alors qu'en fait, de base, c'était un problème de ventilation. On va ventiler alors que de base, c'est un problème d'humidité structurelle. Oui, parce que vous avez décrit des stades successifs qui permettent de mesurer. Tout à fait. Vous m'avez dit 4 stades. Ça va du stade découverte au stade carrément terminal. Ça fait un peu flipper, mais c'est... Oui, c'est ça. En fait, comme le disait Steve Ordener tout à l'heure, il y a plusieurs stades de dégradation d'humidité. Le stade 1, c'est quand on a des premières apparitions où on a un peu de buée sur les fenêtres, un petit peu d'odeur de renfermé, de la difficulté à sécher, par exemple, le linge. Le stade 2, ça va être quand on a les revêtements qui commencent à être touchés, par exemple la peinture qui cloque, une sensation de froid, une difficulté de chauffe, un crépi ou un enduit qui se décroche. Le stade 3, ça peut être des infiltrations, ça peut être des problèmes effectivement de santé, parce qu'on a des risques structurels. Des taches noires, vous savez, souvent dans les angles, parce que moi, de temps en temps, je fais souvent des reportages, et j'observe dans les angles des petites taches noires, etc., qui ne sont pas forcément visibles, dont on ne prête pas attention. C'est quoi ? C'est de la moisissure ? Oui, ça peut être de la moisissure. Après, seul un diagnostic complet du bâtiment de la cave au grenier peut permettre de dire voilà d'où vient le problème et de déterminer les causes et conséquences de ces pathologies qui sont évolutives. Et effectivement, Sylvain, dans le stade 3, on a de la présence de moisissure, mais qui peut être déjà existante depuis plusieurs mois, voire plusieurs années de manière invisible, ou cachée derrière des meubles, derrière une tête de lit. On avait l'exemple avec Marine Leblond, que vous aviez reçu sur ce plateau. Marine Leblond, à 2 heures près, elle était décédée, quoi. Je veux dire, transplantation. Le cas de Marine Leblond, c'est une personne qui a vécu dans un logement social, dans un OPH, dans le Val-de-Marne. Je citerai pas la ville en question, où elle a vécu face à un mur qui était contaminé au salpêtre, je crois, et sa chambre touchait le mur qui était le plus dégradé, et elle a respiré ce poison. Les moisissures, c'était dans les moisissures. Et ce qui est assez rare d'un point de vue clinique, c'est que les liens de causalité du bailleur social sur le logement social et la cause de sa maladie qui a déclenché une alors je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est une thrombose pulmonaire ou c'était une fibrose et une hypersensibilité sur environnement. Ouais. Absolument. Et ce qui est frappant, parce que je me rappelle quand on a parlé de ce cas, je l'ai reçu ici. Je peux vous dire que j'en menais pas large, parce que c'était très émouvant. Vous avez une petite jeune fille Mimi comme tout, qui était sous assistance respiratoire. Il y a 3 semaines, elle était vraiment à ça d'y passer. Elle a réussi à avoir un greffon, et on lui a greffé les 2 poumons. Et donc l'étude, vous me confirmez Manu, a démontré sur les enquêtes qui ont été menées que la pathologie dont elle a été victime et la cause directe, c'est l'environnement de l'habitat. Exactement. Et d'ailleurs, elle est en procédure contre le bailleur social qui refuse d'assumer sa responsabilité. Oui, tout à fait. Et en fait, nous, c'est notre quotidien. Sur le terrain, vraiment, on voit des pathologies de plus en plus graves. Alors, pas à ce point-là, mais voilà, ça peut être des simples... C'est pas drôle, effectivement, quand on a un truc, mais on peut le dire que, par exemple, je prends le cas des enfants de Léonie Gossuin que vous avez rencontré également, qui, en soignant sa maison et en faisant la réparation, nous dit que ça lui a changé la vie, et que 6 mois après, ses enfants n'avaient plus de problème de respiration à la maison, quoi. Je veux dire, c'est faux, quoi. Exactement. Après, il y a des signes avant-coureurs au niveau médical. C'est-à-dire que des fois, on a des maux de tête, des difficultés à dormir, des bronchites, des bronchiolites, des petits rhumes. Mais rarement, en fait, on fait le lien entre nos problèmes de santé et la qualité de l'air intérieur. Et donc, pour revenir effectivement sur les différents stades, donc il y a le stade 3 où là, on commence à avoir l'apparition de moisissures, de salpêtre, de choses comme ça. Et le stade 4, c'est effectivement le stade comme une maladie, c'est le stade terminal, où là, effectivement, il n'y a pas ou plus de solution. Les coûts, d'ailleurs, peuvent être multipliés par 10 entre le stade 1 et le stade 3, parce que dans le stade 4, qui est un stade terminal, nous, par exemple, dans 15% des cas des expertises qu'on réalise, on constate que la problématique est trop avancée, et là, il n'y a pas ou plus de solution. Et juste pour conclure,
souvent, en fait, on pense qu'il s'agit d'un problème d'usage du logement. Voilà, les gens, ils aèrent pas. On entend souvent ça, effectivement, notamment auprès des propriétaires bailleurs. Les fenêtres sont toujours fermées, ils aèrent pas, ils chauffent pas, ils cuisinent trop. On m'a même déjà dit, ils respirent trop en clientèle. Je pense, c'est véridique. Hein. Ils prennent trop de douches, ils respirent trop. On me l'a déjà dit. Hein, c'est pas une blague. Hein. Et donc on entend de tout. Et en fait, effectivement, tant qu'on n'a pas là où les causes, on ne peut pas régler le problème définitivement. Non, c'est impossible. Clair. Ça a été le cas d'ailleurs, puisqu'on a fait une enquête sur ce fameux bailleur social, qui est dans le Val-de-Marne. On avait fait une enquête, et en fait, les réparations qui avaient été faites, parce que c'est l'une des motivations de réponse à cette question grave quand même, finalement, on a eu l'impression de mettre un pansement sur une jambe de bois, parce que c'était du rajout d'enduit, etc., sans traiter la cause intérieure. En fait, ce qu'il aurait fallu, c'est piquer les murs, et enfin, c'est vous qui connaissez plus que moi la technique, mais les effets curatifs auraient pu être visibles dès le départ. Tout à fait. Je trouve ça dingue qu'ils n'y aient pas pensé. Je vais revenir sur le sujet avec vous, si vous voulez bien. Olivier Blon, vous êtes donc délégué spécial de la santé environnementale, et j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu le fonctionnement auprès de la région Île-de-France. Vous présentez Bruparif et Airparif. Vous êtes un organisme de référence sur les enjeux environnementaux et les impacts citoyens, également cofondateur du think tank Urbanité. Moi, j'ai envie de comprendre pourquoi vous êtes engagé. Et à la lecture et à l'écoute de ce que vous avez déjà entendu dans l'introduction et ce que nous dit Manuel, aussi avoir votre point de vue, puisque je sais que la santé publique, c'est quelque chose qui vous touche. Vous êtes clairement engagé, Olivier. Alors, tout d'abord, une petite précision, je ne suis pas président d'Airparif, j'en suis l'administrateur, je suis président de Bruparif. Ah pardon, Bruparif. C'est un petit détail, mais je ne vais avec ces personnes. Vaut mieux bien nommer les choses, oui, tout à fait, vous avez raison. Je pense que mon engagement sur la santé environnementale, il vient d'une réflexion sur la question globale de l'environnement. Pendant très longtemps, j'ai milité sur le changement climatique, sur la biodiversité, etc. Et parfois, on peut considérer que c'est des sujets un petit peu lointains. Le changement climatique, bon, c'est la planète tout entière à l'échelle de décennies. Alors, ok, on a eu la canicule, mais ça peut parfois être un petit peu déconnecté. Et la santé environnementale, c'est dire, ok, en quoi ces changements qui surviennent actuellement sous nos yeux, eh ben, ils vont impacter aujourd'hui notre santé et notre vie quotidienne. Et en fait, ce ressenti immédiat et quotidien, il est là partout. Effectivement, on a eu cette canicule, on a eu de nombreux exemples, et l'enjeu, c'est pas seulement de défendre les bébés phoques, les papillons et les forêts primaires, c'est super important, je suis bien d'accord avec vous là-dessus, mais c'est aussi de défendre la vie des gens. Et moi, tous les matins, quand je me lève, je me dis, ok, est-ce que aujourd'hui je serai utile? Est-ce que je vais pouvoir sauver une vie, une seule? Déjà, ça suffira à remplir ma journée. Et je pense que en santé environnementale, c'est ce qui motive un petit peu tout le monde, c'est sauver des vies. C'est formidable. Vous êtes journaliste de formation, vous êtes engagé clairement dans cette cause. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes engagé, vous, à titre personnel? C'est quoi la motivation de votre engagement, Olivier? Il y a des histoires personnelles sur lesquelles j'ai peut-être pas envie de m'étendre, mais je pense que une fois qu'on comprend les enjeux, qu'on comprend qu'on peut avoir un rôle à jouer dans la société, eh ben, en fait, c'est extrêmement enrichissant et satisfaisant au quotidien de se dire que voilà, on participe à la vie quotidienne de notre pays, et qu'on a un rôle positif. On n'est pas seulement à défendre ses intérêts propres, mais à participer au commun. Et je pense que ça, moi en tout cas, ça m'apporte beaucoup. Après, et pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je pense que la prévention, parce que la santé environnementale, c'est beaucoup de prévention. C'est beaucoup de prévention. C'est difficile parce qu'en fait, c'est rendre visible quelque chose qui est invisible. En fait, quand on est face à une situation, par exemple l'exposition à des pollutions de l'air intérieur, très souvent, l'expert le voit, mais la personne qui est exposée ne s'en rend pas forcément compte. Et donc, il y a une dimension complexe, à la fois scientifique et technique, d'expertise, et à la fois pédagogique et politique au sens global de prendre des décisions, qui est difficile parce que le lien entre aujourd'hui et demain, c'est un lien qu'on fait dans nos têtes parce qu'on a compris un mécanisme, mais qui est parfois difficile à percevoir concrètement.
il est difficile à percevoir concrètement, mais il est absolument indispensable, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en fait, c'est irréversible. C'est-à-dire, quand on est exposé à un problème, si les enfants, ils ont un peu plus de crise d'asthme, si tel personne âgée a un peu plus de difficultés à respirer, pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant quelques années, ça sera autant de temps perdu en bonne santé. En santé publique, on parle d'années perdues en bonne santé. Et ces années perdues, on ne pourra jamais les rattraper. Et donc, c'est pour ça qu'il faut agir. Il faut agir le plus vite possible dès qu'on a identifié les problèmes. Et ça, je vous parle que en termes d'années de vie perdues en bonne santé. Mais il y a évidemment, malheureusement, les années de vie perdues tout court. On pressent là que le récent épisode de canicule a les chiffres de la mortalité, peut-être au moins 1000 morts. Je pense qu'on va aller largement au-dessus. Et ça, c'est... Encore une fois, c'est irréversible. Et 20 000 décès, 20 000 décès par an. Il faut agir. 20 000 décès par an, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire, directement, indirectement liés au bâtiment. Ça vous surprend pas. Et vous vous dites finalement, parce que dans ce que vous dites, et je vous voyais Manu opiner justement sur ce que disait Olivier, c'est invisible et c'est quelque chose de lent. C'est quelque chose de lent qui a moins d'impact qu'un accident sur la route. Je ne veux pas dire que ça l'est moins, mais ce que je veux dire, c'est que on a l'impression, et justement, je voudrais compléter ma question, est-ce que les collectivités locales et les environnements politiques que vous connaissez bien à l'échelle du territoire sont vraiment emparés du sujet, très, très franchement? Et est-ce qu'il y a au contraire encore beaucoup de travail à faire là-dessus, avec justement ce lien entre unité, qualité de l'air et santé publique? C'est exactement ce que vous venez de nous dire. Alors, je vais vous répondre par une sorte de pirouette, qui est une phrase que j'utilise souvent à l'université quand je donne mes cours. C'est une citation apocryphe, donc fausse, de Staline, qui dit un mort, c'est une stratégie, un mort, c'est une tragédie, 1 million de morts, c'est une statistique. Et c'est ça le problème de la santé publique, c'est qu'on parle de morts, et en fait, on additionne des chiffres, et c'est très froid. C'est très difficile à comprendre tant qu'on ne l'a pas vécu au quotidien, tant qu'on ne connaît pas quelqu'un qui a été exposé. Marine, et ça, c'est vraiment un gros problème. Après, au niveau des politiques publiques, je pense que c'est vraiment en train de changer. Pareil, il y a une phrase qu'on utilise beaucoup en santé environnementale, qui est terrible, c'est la vertu pédagogique des catastrophes. Malheureusement, l'espèce humaine ou notre société, au moins, on fonctionne comme ça. On réagit quand il y a des grosses catastrophes. On a réagi quand il y a eu la Covid. On réagit là, j'espère, en tout cas, face à cette canicule. Enfin, on n'a pas assez réagi après celle de 2003, mais j'espère que là, ça y est, on va réagir. Et là, il y a des choses qui sont en train de se faire. Après, moi, j'ai un certain nombre de critiques à faire vis-à-vis de certaines collectivités, mais on ne va pas rentrer dans les règlements de compte. C'est pas l'enjeu. Je sais que nous, en Île-de-France, on a pris en main le sujet depuis longtemps. D'ailleurs, la présidente Valérie Pécresse, elle m'a nommé justement parce qu'elle a pris conscience de cet enjeu et elle s'est dit, OK, il faut quelqu'un pour pousser le sujet, le porter dans toutes les sphères de l'administration, parce qu'en fait, c'est super varié comme sujet. Et par exemple, nous, on a lancé un plan de climatisation dans les transports en commun il y a déjà presque 10 ans. Et c'est des milliards d'investissements, parce que ça veut dire renouveler la totalité du parc, qu'on a fait tout seul, alors que même notre opposition politique, elle était contre, parce qu'à l'époque, vous le savez, tout le monde disait la climatisation c'est mal, etc. Sauf que dans les transports en commun, c'est indispensable, parce que s'il fait 50 degrés dans la rame, d'abord vous allez avoir des syncopes, etc. Et puis en plus, vous allez plus prendre les transports. Et ça, pour un ensemble de gens qui peuvent accéder au télétravail, pourquoi pas, mais pour tous les gens qui ont des travaux, des jobs plus difficiles, la première ligne, on applaudissait tous pendant la Covid, les infirmières, les policiers, les livreurs, etc. Ceux-là, ils ne peuvent pas faire du télétravail. Ceux-là, il faut qu'ils puissent
justement se déplacer sans être confronté à des conditions insupportables. Donc on a fait ça, on a fait la climatisation et l'isolation thermique des établissements scolaires. On n'est peut-être pas allé assez loin, mais ça fait des années que, au fur et à mesure qu'on renouvelle le parc des lycées, on met en place. C'est la conséquence de la canicule de 2003 qui a poussé à cette énergie-là ou pas, Olivier ? Ça a été un drame 2003. Je pense que c'est un petit peu décalé et c'est la prise de conscience globale que, en fait, face au changement climatique, il y a, les experts le disent toujours, il y a deux jambes sur cette action. C'est la mitigation, donc diminuer les gaz à effet de serre. Bon, c'est évidemment obligatoire, mais malheureusement, ça avance quand même super lentement, pour le dire gentiment. Et puis il y a l'adaptation, c'est-à-dire faire face aux conséquences. Et nous, on s'est dit, il faut absolument que on prépare cette adaptation. On a lancé plein de plans, on fait tout ce qu'on peut en termes de collectivité. Alors encore une fois, c'est pas parfait et on peut toujours aller plus loin, mais en tout cas chez nous, on a pris conscience du problème. C'est très clair. Merci pour cette énergie, en même temps pour ces informations. Et c'est vrai que on voit de plus en plus les opérateurs s'y intéresser. Cyril Fabre, vous êtes le premier bailleur social public de France. Île-de-France. Île-de-France. Oui, ça vous avez un volume quand même. Vous logez 500 000 habitants. Oui, c'est 125 000 logements, dont 115 000 sur Paris Intramuros. Quand même. Vous menez d'importants programmes de réhabilitation. J'en ai vu certains. C'est remarquable. C'est vraiment un engagement fort et pas neutre du tout d'ailleurs. Question comment un bailleur de l'importance de Paris Habitat gère ces problématiques à grande échelle? Et vous venez de lancer une grande opération, si on peut en parler, qui s'appelle Agir contre l'humidité dans les logements. Me semble-t-il, alors je parle sous le contrôle des pros, je crois que vous êtes le seul organisme de logement social à avoir lancé à l'échelle du parc une telle initiative. J'espère et on souhaite tous que d'autres bailleurs sociaux vous emboîteront le pas. Vous pouvez nous en expliquer un petit peu les points ? Bien sûr. L'initiative, elle n'est pas isolée. C'est-à-dire que l'ensemble des bailleurs, de toute façon, est confronté à ce qu'on rencontre. Moi, je le résumerai comme étant une prise de conscience. On en parlait vis-à-vis de la canicule. Là, aujourd'hui, la prise de conscience que l'on a, c'est que le déséquilibre qui se fait au niveau de l'humidité dans les logements s'accentue et s'accélère sur les dernières années. À cause du climat. À cause du climat, en fait, c'est multifactoriel. C'est entre autres, effectivement. Il faut qu'on passe d'un paradigme où, on le disait tout à l'heure, on avait plutôt tendance à dire l'occupation du logement vient défavoriser, vient dégrader l'habitat. Il faut qu'on sorte de ce systématisme et qu'on soit aussi capable de regarder comment notre patrimoine, en fait, vit le dérèglement climatique et comment il y répond. Et de, effectivement, intégrer le fait que les conditions climatiques, on en sort là sur les dernières semaines, on ne va avoir qu'une succession d'événements qui vont nous porter à des extrêmes divers et variés. On va parler de pluie, on va parler de température, etc. On a parlé du confort d'hiver. On a eu, sur les dernières années, une forte mobilisation pour que la thermie des bâtiments s'améliore. On a certainement oublié que l'été allait succéder à l'hiver. On a certainement oublié que la ventilation de nos logements était le parent pauvre des équipements techniques. Oublié. Oui, mais parce que le mot est fort. Mais parce que tout simplement, on a toujours répondu à des sujets du moment. Et là, la difficulté, c'est qu'on se retrouve face à un croisement multifactoriel qui nous rattrape et sur lequel il faut de nouveau qu'on soit dans l'anticipation et le diagnostic. Mais alors, si on prend les usages des locataires, leurs nouvelles demandes, c'est quoi leurs attentes aujourd'hui ? Est-ce que vous observez des nouvelles attentes ? Alors, en même temps, je vais vous dire, mieux respirer chez soi, à mon avis, c'est pas une attente, c'est une évidence. Avoir un peu plus d'air, un peu plus de perspective, ça me paraît. Mais est-ce que vous avez des remontées du terrain de la part des usagers eux-mêmes ? Tout à fait. Les attentes des locataires étaient présentes sur le sujet de l'humidité depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, ce qu'ils attendent, c'est qu'on soit capable de verbaliser, d'expliquer le phénomène auquel ils sont confrontés, qu'on soit en capacité de leur faire une restitution sur, suite au diagnostic, quelle est la difficulté technologique qui s'impose dans leur logement, et qu'on soit également en capacité de leur donner des indicateurs de résolution. Avec, dans de nombreux cas, des éléments sur lesquels ils doivent être également acteurs. Donc, si on revient sur le plan qui, effectivement, a été lancé sur les derniers mois par Habitat, l'objectif a été déjà d'acculturer nos propres gestionnaires.
Tout simplement parce que depuis le début là, de nos échanges, il y a tout un tas d'éléments qui ont été apportés et pour lesquels nos propres gestionnaires n'avaient pas eu cette prise de conscience. Maintenant, l'objectif, c'est que cette prise de conscience, elle soit partagée avec nos occupants, avec nos locataires, de sorte qu'une fois que les travaux ont été réalisés, une fois qu'il y a des pistes de remédiation qui sont mises en place, eux également, comme nous, restons acteurs et suivons les bénéfices des travaux réalisés. Alors, une question sur, justement, les moyens structurels pour un bailleur social. Alors, dans la mesure où vous pouvez répondre à cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, le modèle technique des bailleurs sociaux, avec effectivement, malheureusement, un État qui a imposé la réduction de loyer de solidarité, qui était le maximum de compensation sur la baisse des APL, ça a l'air de s'améliorer pour une fois depuis la venue d'Emmanuel Macron au pouvoir. Est-ce que vous pensez qu'il y a une réflexion également, à l'instar de ce que nous disait Charlotte Limousin tout à l'heure, qu'il faudra nécessairement trouver un équilibre parce que tout ça, Cyril, il faut le financer, toutes ces transformations et adapter le parc de logement, surtout quand on a un parc de la taille de celui de Paris Habitat. Les financements ont été présents quand il a fallu franchir les étapes précédentes. On a parlé des Paluos il y a 20 ans, 30 ans. On parlait de... En fait, aujourd'hui, les difficultés que nous rencontrons, ce sont les mêmes bâtiments dans lesquels, il y a 20 ans, nous avons implanté des salles d'eau qui n'étaient pas présentes, dans lesquels on a créé le chauffage, etc. C'est ce qu'on disait. Quand on veut trouver les moyens, on peut. À Paris Habitat, on parlait de 125 000 logements. 30 000 au bas mot, ce sont les briques rouges qui ont été construits après la Première Guerre mondiale. Ah oui, quand même. Mais oui. Donc, ce qui signifie que ces bâtiments-là, quand ils ont été construits... Ah oui, tous les bâtiments qui sont autour de Paris, là... Les maréchaux, c'est majoritairement les bailleurs de la ville de Paris qui sont présents et qui sont là. Donc, quand ces bâtiments ont été construits, on était bien loin des difficultés auxquelles on est confronté et du sujet qui nous occupe aujourd'hui. Donc, comme historiquement des réponses ont été apportées, il va falloir qu'on continue à les apporter, mais avec une vraie difficulté qui est l'échelle à laquelle la réponse doit être apportée. Ce qui signifie qu'on est effectivement sur des approches globales bâtimentaires, avec, de par le fait de l'hétérogénéité du patrimoine d'un point de vue architectural, d'un point de vue équipement, d'un point de vue mode de chauffage, d'un point de vue mode de ventilation, c'est sur une dizaine, quinzaine d'années qu'il va falloir être capable d'infléchir notre programmation de travaux pour faire rentrer les défis qui, aujourd'hui, nous sont opposés. Question comme ça, c'est peut-être... est-ce que ça peut passer par la destruction de l'immeuble ? Vu la rareté du logement... Ou la déconstruction de l'immeuble, peut-être. Vu la rareté du logement sur Paris Intramuros, ça ne sera pas la solution. Non, mais l'empattement de l'immeuble existe. Oui. Donc, il a déjà une emprise au sol. Sans extension foncière, est-ce que parfois on peut se retrouver dans la situation où les éléments de transformation de l'immeuble coûterait beaucoup plus cher que de le raser, de le reconstruire. Parfois. C'est une question qui nous est posée régulièrement. Il y a une question qui est posée, mais là aussi, d'un point de vue implantation de l'immeuble auquel on va se référer, on n'aura pas la même réponse. C'est clair. Ne pas oublier que, par exemple, il y a un nombre important d'opérations qui se font en milieu dense urbain, où on ne va conserver que les façades. Mais oui, et bien sûr. Tomber tout l'intérieur et on peut parler non pas de démolition, mais de déconstruction. Exactement. Donc en fait, vous gardez l'enveloppe façadier de la façade du bâtiment. Je l'ai vu d'ailleurs rue de Paradis, lorsqu'on avait les locaux de notre école là-bas. Il y avait les cristalleries de Saint-Louis, ils les ont reculés, ils ont démonté pierre par pierre pour installer un immeuble extrêmement moderne à l'intérieur, ce qui était absolument incroyable, effectivement. C'est-à-dire que les solutions techniques, Cyril, existent réellement. Tout à fait. On a des modes constructifs. Manu, quand vous entendez justement, alors je pense que vous buvez du petit lait, parce que avec l'énergie que déploie Olivier Blon et ce que nous dit Cyril, est-ce que ça va dans le bon sens? Vous qui êtes à la fois expert, parce que je rappelle quand même les volumes, 30 000 diagnostics, combien de chantiers vous faites chaque année? On réalise plusieurs milliers. 10 000 chantiers chaque année. C'est considérable. C'est considérable quand on vous écoute, mais quand on voit la taille du marché, on se dit mais c'est vraiment très peu. Oui. En fait, là, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, ça va dans le bon sens et c'est le but du programme Maison Saine, c'est de sensibiliser un maximum de gens par rapport aux risques liés sur l'habitat et la santé. Malheureusement, en fait, nous, au quotidien, ce qu'on voit, c'est que ça ne va pas dans le bon sens. C'est-à-dire que, de par les changements, les bouleversements climatiques qu'on a, dont on a parlé plusieurs fois aujourd'hui, de par également les changements de mode de vie et nos modes de construction, la course aussi à l'isolation, à la surisolation,
parfois sur des éponges, parce que vous parliez de murs en briques. Nous, l'une des pathologies, par exemple... Des éponges, on appelle ça des éponges. Oui, parce que parfois, en fait, si vous voulez, ces bâtiments-là... Nous, l'une des pathologies les plus fréquentes, par exemple, qu'on voit dans le cadre de nos expertises, c'est des phénomènes de remontée d'humidité par capillarité, qui est due par l'ancienneté du bâtiment, par rapport à un défaut d'étanchéité. C'est-à-dire que l'eau, en fait, émerge, entre guillemets, et elle remonte sur le mur. Exactement, en fait, c'est de l'humidité qui remonte par le cœur du mur, par les fondations, par le sol, hein, qui peut remonter parfois jusqu'à 1 mètre, 1,50 m de hauteur, et qui, à un moment donné, va sortir soit côté extérieur, ce qui va faire qu'on voit les taches parfois un peu blanchâtres sur 1 mètre de hauteur, les soubassements avec des chutes d'enduit, ou alors côté intérieur, d'abord dans l'isolant, donc on ne le voit pas, et après sur les doublages, c'est-à-dire les placos, les choses comme ça, les plâtres, où là on va voir des traces plutôt de moisissures et de choses comme ça. Et en fait, souvent, quand on le voit, c'est déjà trop tard, ou alors pire encore, de par la surisolation qui a été mise en place, nous, on voit sur le terrain une tonne de rénovation de bâtis anciens, que ce soit de la maison individuelle ou des bâtiments collectifs, où il y a notamment, par exemple, des isolations par l'extérieur qui sont mises en place, sans avoir fait un contrôle de l'humidité au préalable. Et donc là, c'est une catastrophe. En fait. Une question bête, est-ce que ça peut fragiliser la base du mur ? Non seulement ça peut... Est-ce qu'on peut risquer, je sais pas moi, alors si je dis une bêtise, vous me le dites, hein, ça peut s'effondrer ? Je vais vous donner un exemple tout simple. On a augmenté de manière considérable les mises en péril de bâtiments, notamment dans les grandes villes ou dans les maisons un petit peu, les petits bâtiments mitoyens, parce que il y a peu d'entretien qui est effectué. Moi, qui travaille sur l'Alsace-Lorraine, à Strasbourg, encore aujourd'hui, j'entends des gens dans des copros me dire on a jeté la clé et on a fermé à double tour la cave parce que c'est gorgé d'eau et on ne veut pas voir ce qui se passe. Comme les balcons, par exemple, qui se sont effondrés, dont on a identifié la cause, qui était une détérioration due à une trop forte humidité, qui a rongé, finalement, qui a eu un effet délétère, bien évidemment. On en parlait justement de la formation. Quand on voit la taille de l'entreprise, vous êtes quand même référente dans le secteur, il faudrait multiplier le nombre de diagnostics par 5 pour pouvoir être à l'échelle. Alors justement, c'est la question que je voudrais poser à vous deux, messieurs. Des actions, au-delà du fait qu'ils sont sur un marché extrêmement porteur, pour être très clair là-dessus, mais en même temps, on se dit c'est beaucoup, mais c'est vraiment pas assez quand on voit la taille et la dimension du parc. Olivier Blon, action curative, c'est quoi la priorité absolue pour faire progresser à la fois la prévention de l'humidité dans les bâtiments et améliorer la qualité de l'air intérieur. Je rappelle encore une fois, et on le dit à chaque fois dans chaque émission, l'air que l'on respire à l'intérieur, Olivier, est 7 à 9 fois plus pollué, c'est incroyable, qu'à l'extérieur. Alors, ce que vous dites est tout à fait vrai, mais c'est 7 à 9 fois plus pollué pour certains polluants, et pour d'autres, ça l'est moins. En gros, les polluants automobiles, donc, qui viennent de l'extérieur, sont plus présents à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et les polluants de l'intérieur, donc par exemple, ce qu'on appelle les composés organiques volatiles, donc tous les produits chimiques qu'on utilise au quotidien, ils sont plus concentrés à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais la situation est extrêmement préoccupante, et effectivement, elle se traduit... Mais est-ce qu'on respire moins bien, objectivement, à l'intérieur de sa maison ? Le problème, c'est qu'on respire plus. C'est ça l'enjeu. C'est que, en fait, on passe 90% de notre vie dans des espaces intérieurs, que ce soit la maison, le bureau, des espaces commerciaux, des bars, des cinémas, des musées, tout ce que vous voulez. Donc, en fait, et c'est un des vrais projets de la lutte contre la pollution de l'air, c'est que pendant des décennies, on a parlé de pollution de l'air extérieure. C'est un vrai sujet. Ça s'améliore d'ailleurs considérablement, mais c'est un vrai sujet. Et sauf que c'est que 10% de notre exposition et 90% du reste, c'est en intérieur. Donc c'est ce qu'il faut faire. Et d'une certaine manière, la Covid, on parlait de catastrophe qui aurait des vertus pédagogiques. La Covid, elle a permis, en tout cas pour certains, de prendre conscience que l'enjeu c'était l'air intérieur, parce que pendant la Covid, on s'est aperçu qu'environ 80% des cas de contamination avaient lieu en intérieur, parce que justement, il y avait des problèmes d'insuffisance de ventilation. Et donc, on a une question. Alors, c'est pas de la pollution au sens des molécules chimiques, mais c'est des agents toxiques, des virus. Oui, il faut absolument se concentrer sur ce sujet-là. Alors, que faire ? Si c'était facile, ce serait déjà là. Quelle priorité on devrait mettre en place ? Et je vais aller plus loin, si vous permettez. C'est comment faire de la santé environnementale un critère de décision clé
clé dans les politiques publiques du logement, par exemple. Vous qui êtes quand même très rencardé, on va dire, avec notre cher ministre du Logement, qu'on salue au passage, Vincent Jeanbrun, ministre du Logement et de la Ville, qui se bat beaucoup sur cette question. Si je peux me permettre, justement, pour on n'a pas cette perception, ouais. Si vous permettez. Et vous nous restituez une vision politique régionale, mais on n'a pas la perception dans le public. On le voit parfois, une inertie qui est... on a l'impression que c'est négligent, quoi. C'est terrible. Alors, pour faire le lien avec Vincent et le think tank qu'on a créé ensemble, je pense que la base, c'est de construire des politiques publiques sur des données scientifiques solides. On est d'accord. Hein. Et je pense que le lien entre, justement, la communauté scientifique et la communauté des politiques, au sens large et au sens positif, et pas assez étroit. Et en fait, l'objectif de ce think tank qu'on a créé ensemble, c'est justement de faire discuter les politiques avec les scientifiques pour que les uns puissent poser des questions, les autres puissent proposer des réponses, mais aussi comprendre la manière dont on prend les décisions et donc sur quels critères on peut proposer des pistes ou pas. Et ce travail, malheureusement, il reste à faire très largement. On sait qu'il y a une culture scientifique assez modeste, on va dire, dans le monde politique. Donc ça, c'est la première chose. Il faut de la science, et il faut que cette science, elle arrive jusqu'aux décideurs. Et puis, après, mais ça, vous le savez très bien, il faut des solutions. Parce qu'en fait, si on parle du problème, on fait angoisser les gens, et en fait, plus on les fait... Au début, un petit peu d'angoisse, c'est bien parce que ça stimule. Oui. On va se dire, on va faire quelque chose. Mais après, ça décourage. Mais trop d'angoisse... Ça décourage. Ça décourage complètement. On se dit, oh là là, de toute façon, on peut rien faire, de toute façon, on va mourir, de toute façon, c'est foutu, de toute façon, on n'aurait pas... Enfin, etc., etc. Et c'est un vrai problème de doser ce niveau d'angoisse. Et face à cette angoisse-là, ok, vous êtes en train d'empoisonner les enfants parce que à l'intérieur de votre maison, il y a telle et telle molécule, il faut donner des solutions parce que sinon... Oui, en tant que parent, on dit ok, je veux pas savoir. Comment est-ce qu'on peut accepter qu'on est en train d'empoisonner ses enfants ? On peut pas. Donc il faut trouver des solutions, et il faut trouver des solutions qui soient réellement efficaces, parce qu'il y a plein de solutions. Sur le papier, c'est super, et concrètement, c'est trop cher, c'est pas efficace, ça marche pas. Au bout de 6 mois, il faut refaire, etc., etc., etc. Donc là, c'est là où je pense que ce que vous faites à Maison Saine est globalement est intéressant. Il faut avoir des réponses techniques concrètes, opérationnelles. Absolument. Et puis derrière, après, il faut des politiques publiques. Ça c'est sûr. Mais les politiques publiques, elles peuvent agir soit par la réglementation. Honnêtement, parfois, c'est un petit peu lourdeau. La RE 2020, 2000 pages, tout ça, vous le savez mieux que moi. Et puis on a quand même beaucoup de réglementation en France, peut-être un petit peu trop d'ailleurs, à mon avis. Et puis, ça suffit pas, parce qu'après, il faut des financements. Bien sûr. Et ça, les financements, vous connaissez la situation économique du pays. Je ne vous apprendrai rien en disant que c'est super compliqué. Donc, et qu'au niveau des collectivités, ça se retraduit évidemment de la même manière. Donc, aujourd'hui, je pense, mais c'est des questions que vous discutez, visiblement, il faut trouver des modèles économiques. Il faut trouver une manière de faire que ça ne coûte pas autant et que ça rapporte plus. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, que la prévention devienne un élément parfois de haut de bilan, inscrit comme un modèle, bien évidemment, intégré. J'ai envie de poser la question justement à Cyril. À la lumière de ce que vient de nous dire Olivier, est-ce que la prévention, lorsqu'on est un bailleur social, c'est un axe très important, basiquement ou pas, je veux dire, est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça fonctionne de faire des tutos pour les usagers ? Est-ce que ça fonctionne en leur disant quand vous ouvrez les fenêtres, faut ventiler sur deux pour créer un courant d'air ? Est-ce que, si je pourrais aller plus loin, est-ce qu'on peut apprendre aux gens à habiter chez eux ? C'est peut-être un peu... Non, cette prévention, elle est primordiale, mais il y a une perte en ligne énorme. C'est-à-dire que pour tous les efforts... Tout simplement parce que je pense qu'on n'a pas réussi à trouver soit le message, soit le vecteur de communication, ou parce que chacun ils adhèrent pas. Vous voulez dire qu'ils adhèrent pas, les gens ? Non, mais c'est-à-dire que... Mais ils s'en foutent pas. Non, c'est absolument pas ça. C'est absolument pas ça. Mais par rapport à ce que disait Olivier, c'est que
Si derrière, il y a des solutions qui sont trouvées, il va falloir que ces solutions aussi, elles soient partagées par les différents acteurs et que chacun, occupant comme propriétaire, en fait, ait bien conscience du rôle qu'il a joué. La difficulté qu'on a, c'est qu'on sort aussi de décennies où on oppose propriétaires et occupants, sur lesquels on n'arrive pas à trouver des vecteurs de communication, pour revenir à votre question, qui soient partagés et qui soient en fait des enjeux. Si on parle politique, on va avoir la responsabilité du propriétaire va être dictée par un certain nombre d'alinéas, celle de l'occupant par un autre. Et il n'y aura pas de terrain commun. Et c'est là-dessus sur lequel il faut vraiment qu'on soit en capacité, puisque on l'a encore dit tout à l'heure, l'adage était c'est la faute de l'occupant, c'est l'usage du logement qui fait qu'on se retrouve avec des difficultés de condensation ou d'humidité dans le logement. Ce n'est pas la réalité. C'est l'occupant est un des acteurs. Le propriétaire doit assumer sa part aussi de responsabilité et faire en sorte d'être en capacité d'améliorer les choses. Mais aujourd'hui, pour revenir à la prévention, la communication reste vraiment le parent pauvre de tout ce dispositif. Oui, une communication et surtout la répétition, n'est-ce pas, Manu ? Il faut répéter. C'est vrai qu'on a l'impression, puisque depuis qu'on a entamé cette collection Maison Saine, parfois on a l'impression qu'on redit les mêmes choses, mais non, finalement. Quand on voit la qualité des intervenants que l'on a, et on a eu beaucoup de chance d'avoir de très, très solides intervenants qui nous ont fait le plaisir de venir chez nous, et quand on va sur le terrain, quand on délocalise les plateaux, Manuel, on voit bien que le chantier, il faut répéter. Moi, j'aime beaucoup quand vous parlez, par exemple, de l'effet Kawaii ou de la cocotte minute, etc. Ça donne tout de suite une image, bien évidemment. Vous formez les pros. Et vous formez tout un écosystème aujourd'hui capable d'interpréter, de diagnostiquer et de mettre en place des traitements curatifs en place. Comment vous voyez les choses évoluer, vous ? Quelle taille il faudrait qu'on ait aujourd'hui ? Quel serait le vœu de Manuel Wojciechowski sur justement le développement pour prendre conscience et inscrire, un peu comme nous le dit Cyril et Olivier, cette dimension de la prévention comme un élément contingent, normal, d'usage de l'habitat? Il y a plusieurs choses. Moi, je dirais que la première des choses, c'est continuer effectivement à faire du préventif pour que les gens n'attendent pas qu'il soit trop tard. Voilà, et qu'on puisse mettre en place un certain nombre de diagnostics et d'expertises avant et aux prémices de ces premières pathologies qui sont évolutives. Nous, quand on réalise un diagnostic chez Murprotec, on ne se contente pas de venir analyser la tache qui est présente dans l'angle du mur, de dire approximativement d'où elle provient. Non, on fait une expertise complète du bâtiment de la cave au grenier, dans lequel on va effectuer un certain nombre de relevés et constats, où on va utiliser un certain nombre d'appareils, donc des relevés de qualité de l'air, vous en parliez tout à l'heure. Voilà, on va vérifier le taux d'humidité dans chaque pièce, la température moyenne, les points de rosée. On va également vérifier l'humidité structurelle. Qu'est-ce que c'est qu'un point de rosée Un point de rosée, en fait, ou un pont thermique, c'est la température à laquelle l'eau va passer de l'état gazeux à l'état liquide. Et en fait, quand on subit un phénomène de condensation dans un logement, l'humidité va aller chercher, en fait, dans le logement, les points les plus froids. Je comprends. Et c'est souvent à cet endroit-là qu'on va avoir les premières traces qui apparaissent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que souvent les gens confondent mauvaise isolation avec mauvaise ventilation. Et donc, ils vont avoir tendance à isoler cet angle et l'humidité va augmenter et la problématique également. Donc, nous, on réalise même des relevés avec des microscopes qui nous permettent de grossir les moisissures pour voir s'il y a de la présence d'acariens de moisissures. On utilise des lampes UV qui nous permettent de voir en fait des premières traces de moisissures stade 1 qui ne sont pas visibles à l'œil nu. On réalise aussi un relevé d'humidité structurelle, c'est-à-dire à l'aide d'appareils, on va vérifier dans les murs s'il y a une présence d'humidité, parce que la majeure partie du temps, le problème est structurel, alors qu'on essaye de le traiter par de la ventilation, par de l'aération. Donc ça, c'est le premier point. Et après, vous le disiez tout à l'heure, Sylvain, nous, on a créé la Murprotec Academy, qui, au-delà de sa vocation à former tous nos experts actuellement en France, on a la volonté réellement de pouvoir former effectivement les professionnels du bâtiment, parce qu'aujourd'hui un architecte par exemple ne passe que quelques heures sur les pathologies liées à l'humidité et la qualité de l'air sur toutes ces années d'études. Et moi je le vois sur le terrain avec Steve Ordener, on rencontre de plus en plus de professionnels du bâtiment qui ont la volonté de se former, parce qu'effectivement on a une vraie méconnaissance du sujet auprès des particuliers par rapport au risque, mais également au niveau des professionnels.
Donc il y a un vrai enjeu de santé publique et un enjeu de socio-économique qui est très, très important. C'est très clair. On arrive à la fin de l'émission. Encore une fois, je passerai bien beaucoup plus de temps, mais le temps nous est aussi compté. Je voudrais vous proposer pour conclure cette partie, et dans un instant, nous ferons la conclusion, si vous voulez bien, les amis, avec Steve Hardener qui va revenir avec nous sur le plateau pour reprendre un peu les verbatims. Je vais commencer par vous, Olivier. Si on devait, avec un peu alors c'est un jeu de journaliste quelque part, dire, voilà, en un mot, en une phrase, demain, Olivier Blon est aux affaires, qu'est-ce qu'il ferait aujourd'hui, tout de suite? Une action. Je pense que l'enjeu, c'est de décloisonner. C'est-à-dire que si on parle que de l'humidité, on rate beaucoup de choses. Si on parle que de pollution de l'air, on rate beaucoup de choses. Si on parle que d'isolation, et en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les questions de température intérieure, tout ce que ça de majeur, elles sont liées aux questions de ventilation, avec tout ce que ça a. Elles sont liées aux questions d'humidité, d'isolation, etc. Et en fait, il faut pouvoir faire ces liens. Et comme ça, on va arriver à donner une vision globale aux habitants ou aux constructeurs ou aux gestionnaires. Et puis, on va trouver des solutions parce que je crois vraiment que c'est en jouant, par exemple, sur les dépenses de climatisation ou de chauffage qu'on peut inciter les gens à changer leur système d'isolation ou de ventilation. Et en tout cas, en faisant ces liens, on a une vision globale et je pense qu'on trouve des leviers économiques beaucoup plus puissants. C'est extrêmement clair. Décidément, vous nous inspirez, mon cher Olivier. Vous m'inspirez. Alors, si je peux me permettre une citation qui vous irait bien, elle vient de Victor Hugo. Vous êtes d'accord ? Je préfère le futur au passé, car c'est là que j'ai décidé de vivre le restant de mes jours. Voilà. Citation. Merci, Olivier Blon. Cyril Fabre. Vous inquiétez pas, vous avez une citation pour vous aussi. J'ai hâte. Non, simplement, je voudrais, par rapport à tout ce que j'ai pu indiquer, l'humidité, c'est pas simplement un problème technique, puisque forcément, moi, je suis directeur de l'exploitation, donc évidemment, j'ai une vision. Mais en revanche, c'est un vrai révélateur aujourd'hui de la qualité du logement, de la qualité totale. C'est ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que on a l'aspect technique, on a l'aspect social, on a l'aspect sanitaire, on a l'aspect environnemental. De ce qu'on est en train de se dire depuis 45 minutes, aujourd'hui, c'est le diagnostic qui est déjà, à mon avis, la principale source de remédiation. C'est clair. Commençons par ça, et derrière, on sera en capacité... Sans diagnostic, ça ne pourra pas avancer. Exactement. Là où je pense, sur les dernières années, on a eu tendance de coller une image très rapide sur l'humidité, telle solution. Le diag, c'est vraiment, ça pose le diagnostic, ça donne la trace, le schéma directeur pour pouvoir agir. Merci Cyril. Alors, il y a une citation de Denis Diderot qui va bien, qui disait la chose suivante: il y a deux sortes d'hommes, il y a les crédules et les incrédules. Les crédules ont parfois ce trait des gens d'esprit de ne voir dans le monde que ce qu'il pourrait être. Tandis que les incrédules ne voient dans le monde que ce qui est. C'est peut-être ce qui rend les premiers téméraires et les autres pusillanimes. Je pense que vous êtes définitivement téméraire, mon cher Cyril. Merci. Tout ça sans note, apparemment. Voilà, merci. Oh oui, non, mais c'est un métier. C'est un vrai plaisir de vous avoir. Je rappelle, Cyril Fabre, que vous êtes directeur d'exploitation des Paris Habitat. On vous invitera à nouveau, parce qu'on a besoin de vous pour témoigner de tout ce que vous faites également. Manuel Wojciechowski, voilà, en une phrase, vous qui êtes un expert, qui dirigez aujourd'hui un centre de formation, la Murprotec Academy, qui formait aussi les experts d'aujourd'hui et de demain, voilà, quelle est la chose sur laquelle vous aimeriez conclure pour illustrer le propos ? Je rebondis sur ce que disait Olivier, pas de solution sans diagnostic, sans expertise complète pour vérifier et comprendre ces pathologies. Et cette vision décloisonnée, ça vous plaît bien, hein, ça ? Oui, évidemment, ça nous concerne, hein, c'est ce qu'on vit au quotidien. Tout à l'heure, on parlait que les gens mettaient à peu près 13 ans avant de régler leurs problèmes de manière définitive, avec une solution pérenne. On pourrait rajouter qu'ils dépensent entre 6 et 8 000 euros pendant ces 13 années, pour rien, ou parfois pour empirer le problème. Donc moi je dirais pas de solution sans contrôle et diagnostic, et également pas de rénovation sans contrôle hygrométrique, mais au niveau structurel, parce que c'est de là la majeure partie du temps que vient le problème. Et on trouve d'ailleurs toutes ces informations sur www.maison-scène.fr
qui est le site internet pour justement mieux connaître et mieux appréhender ces problématiques. Merci à tous les trois. Je rappelle Manuel Wojciechowski, responsable de la Murprotec Academy, Cyril Fabre, directeur d'exploitation pour Paris Habitat, merci d'être venu, et enfin Olivier Blond, merci 1000 fois d'être venu, délégué spécial à la santé environnementale de la région Île-de-France, président de Bruit Paris, là je l'ai bien dit, et d'Air Paris, mais également cofondateur du think tank Urbanité, avec l'ami Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement. Il faut revenir, bien sûr. Alors là, on va vous prendre en otage devant tous nos auditeurs. Déjà, on vous invite à notre prochain déjeuner de l'Institut de la Maison Saine. L'Institut de la Maison Saine, c'est vraiment une démarche proactive pour le bien et le bénéfice de tous, pour la santé dans l'habitat. Je reprendrai ce que vous disiez tout à l'heure, et je pense que ça plaît beaucoup également à Manu. On sauve des vies. Voilà. Et ça, je pense que ça a du sens, et ça a même plus que du sens. Dans un instant, la conclusion avec l'ami Steve Ordener, et puis on se retrouvera le mois prochain pour un nouveau numéro de l'Institut de la Maison Saine. Maison Saine, l'émission qui est faite pour que vous viviez mieux chez vous, et surtout dans les périodes actuelles. À tout de suite. Eh bien les amis, toutes les bonnes choses ont une fin, c'est l'heure de la conclusion, mais justement, ne zappez pas, puisque nous avons l'extrême honneur de recevoir à nouveau sur le plateau pour conclure cette émission, Steve Ordener. Bonjour Steve. Rebonjour Sylvain. Alors justement, je vais vous demander une question pour conclure en quelques minutes, les principales actions que vous voulez et que vous souhaitez mener en tant que patron de la division pro, et également un éclairage sur les propos que nous venons d'échanger. C'est à vous. Eh bien, écoutez, Sylvain, pour conclure, je dirais qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui de plans de prévention du risque humidité. Donc déjà, conscientiser le fait que l'humidité est un risque, voilà, que c'est un risque qui est gérable, qui est anticipable, et que notre rôle, c'est d'accompagner les professionnels de l'immobilier en ce sens. J'ai entendu beaucoup de bonnes choses, et on voit que, notamment chez les bailleurs sociaux, il y en a qui n'attendent pas, qui prennent le taureau par les cornes, et c'est comme ça que je voudrais conclure justement. C'est par une note positive d'une expérience que nous sommes en train de mener avec un bailleur social dans l'ouest de la France, où je teste quelque chose qui n'a pas encore de nom, mais que j'appelle moi le 1% humidité. On connaît le 1% logement en France, et que j'appelle le 1% humidité. J'aime souvent à dire qu'en France, on cherche plutôt des coupables que des solutions. Là-bas, sur ce marché de l'ouest de la France, on a trouvé des solutions. Un bailleur social, et on l'a dit, les intervenants d'aujourd'hui ont aussi parlé de dépenses contraintes, de modèles économiques contraints, etc. Et c'est en tenant compte de ces contraintes qu'on a réussi à utiliser 1% du budget destiné à l'entretien des locaux pour solutionner l'une des problématiques qu'avait ce bailleur social. Lorsqu'on sait que certains bailleurs sociaux, dont celui-là par exemple, ont un budget de 1 000 € par appartement, alors quand on voit comme ça, on dit il y a 20 millions d'euros, oui, mais il y a 20 000 logements à entretenir. Et le pari, c'est-à-dire, et si on mettait sur chaque logement 10 € pour faire une priorité sur le traitement du risque humidité, c'est ce qu'on a décidé de faire. Ils nous ont fait confiance, on va mettre en place le chantier, et je suis convaincu que ça, c'est une mesure pragmatique, pratique, qui ne cherche pas des coupables, mais qui est une vraie solution à la problématique de ce dont on a parlé aujourd'hui. Et ce 1% est destiné donc à financer la prévention. Alors là, en réalité, on a même trouvé une solution technique. On a mis en place une solution technique qui ne pourra pas résoudre le problème structurellement, mais accompagner réellement la qualité. On a parlé tout à l'heure vous savez, on a vu qu'il y avait l'environnement, il y avait le social, et il y avait l'aspect gouvernance. Là, on a vraiment fait un focus sur l'aspect social, le bien vivre dans le logement, et on a utilisé ce 1% pour améliorer la qualité de vie des occupants, protéger leur santé, d'accord, au travers de ce système qu'on a mis en place, et tout en restant dans une maîtrise budgétaire de ce qu'était capable à l'instant T de fournir ce bailleur social. Et je pense qu'en travaillant ensemble, on ira plus loin. Vous savez que notre devise, c'est ensemble on va plus... Enfin, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et là, c'est pareil, lorsqu'on arrive à se mettre comme ça autour de la table, il y a 933 bailleurs sociaux. Mon ambition, c'est d'essayer de les rencontrer tous pour essayer de les convaincre que, en utilisant 1% de leur budget utilement, on pourra prévenir et guérir le risque humidité. Question pour conclure, si vous deviez donner un conseil à tous celles et ceux qui nous écoutent, mais également aux propriétaires, aux bailleurs, ça serait lequel ? N'attendez pas.
N'attendez pas. On l'a vu tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a des signes visibles, il y a des signes invisibles. C'est certes, vous avez des enjeux d'investissement. Certes, vous avez des enjeux de rénovation énergétique. Ne pensez pas que l'humidité est un simple désagrément. Contactez-nous, anticipons les choses, mettons en place des plans annuels ou pluriannuels de contrôle, d'accompagnement. Bref, discutons, essayons de trouver ensemble la meilleure solution dans un budget qui vous est possible avant qu'il ne soit trop tard. Merci beaucoup, Steve Ordener. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Business Unit, la direction pro de Murprotec. Merci d'être venu sur le plateau. On va se revoir bientôt sur d'autres émissions. Merci à vous, Sylvain. Merci également à tous ceux qui ont concouru à la préparation du podcast et de toutes ces émissions. Côté nos amis Murprotec, un grand merci à Pascal Brunon, notre maître à tous, Édouard David, également qui est avec nous également sur Sud Radio chaque samedi. Merci à la technique avec Jason, Baptiste, vous avez été top aux commandes, mais également Alexandre à la direction artistique avec Lorenzo, notre super photographe, et bien sûr, sans oublier ceux qui ont préparé cette émission, l'excellent Eric Cala, et bien sûr notre producteur préféré, Grégoire Darico. Prenez soin de vous, buvez beaucoup, faut s'hydrater, n'est-ce pas, Steve ? Il faut beaucoup s'hydrater, il fait très chaud, soyez à la fois préventif dans votre façon d'agir, surtout fermez bien les volets, aérez le plus possible, bien évidemment. Si vous avez la possibilité de vous mettre un brasseur d'air, c'est très intéressant parce que ça coûte pas très cher, mais ça peut vraiment réchauffer, rafraîchir votre appartement ou votre maison. Et bien évidemment, ne laissez pas s'installer l'humidité. Faites la chose la plus essentielle, c'est un diagnostic préventif. Je rappelle que les diagnostics pour les particuliers sont offerts par Murprotec, c'est gratuit, vous pouvez aller directement sur le site de Murprotec France, bien sûr, et vous pouvez, si vous voulez avoir les bons gestes, les bons tutos pour commencer justement à employer les bonnes mesures dans votre habitat, pour savoir quoi faire, comment aérer tout simplement, et puis bien évidemment trouver les remèdes, vous pouvez accéder librement et gratuitement au site internet Maison Saine, maison-saine.fr, c'est sur le podcast bien évidemment. Prenez soin de vous, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Maison Saine. Surtout, hydratez-vous, c'est vraiment la grande question, et ventilez un maximum chez vous. À très vite. Maison Saine, une émission proposée par Murprotec, à réécouter et télécharger sur le site et appli de Radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.